La lutte contre le réchauffement climatique, hein, on n'a pas le choix. Hein, je crois qu'il n'y a quand même pas beaucoup de scientifiques aujourd'hui qui contestent cette idée qu'on est entré dans une phase de danger pour l'humanité, plus pour une certaine partie de cette humanité d'ailleurs, et qu'il faut agir, que l'action prend du temps et est exigeante. Donc il faut mener des politiques climatiques déterminées. La question est de savoir quelle est la meilleure façon de faire. Donc la transition énergétique, bien sûr, c'est diminuer la part des énergies fossiles sur lesquelles s'est basé le développement économique depuis longtemps et les remplacer autant que faire se peut par des énergies renouvelables qui n'ont pas les mêmes conséquences climatiques mais qui aujourd'hui sont beaucoup plus chères et donc il faut trouver la meilleure façon de le faire. Donc il y a beaucoup de travaux économiques qui essaient par définition d'évaluer ces politiques, y compris en termes financiers, bien que certains des bénéfices sont évidemment non monétaires, mais on peut quand même, comme le font toujours les économiques, leur donner une évaluation économique. Et donc le problème est de trouver le chemin qui va permettre d'avoir ce qu'on appelle en général la croissance, mais plus généralement de maintenir un niveau de vie important, premièrement, pas mettre en cause la croissance économique, de trouver plutôt une croissance économique un peu différente. Bon, et puis deuxièmement, il faut aussi bien sûr se soucier de la répartition des gains entre les différentes couches de la population, et d'ailleurs entre les différents pays de la planète aussi. C'est une des questions importantes que rappellent très fortement tous les pays en voie de développement, et notamment le rappelleront dans la conférence qui va bientôt se tenir à Paris. C'est évidemment un des enjeux. Donc on cherche une solution efficace, comme disent les économistes, et également on cherche une solution aussi juste que possible. C'est une très bonne question. Le fait est que l'Europe a joué un rôle moteur, on aime bien dire ça, mais il y a quelque chose de vrai au niveau mondial dans les politiques climatiques. On a affiché des objectifs et tout ça est très bien. En plus, bien sûr, c'est meilleur pour avoir une concurrence franche et correcte entre les différents pays, parce qu'évidemment, si certains pays font une politique climatique et d'autres n'en font pas, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a bien quand même qu'elle a un coût. Je ne voudrais pas dire qu'il y a quelque chose de punitif, mais on a quand même un coût, on subit quand même un coût quand on pratique une politique climatique, et si d'autres ne le font pas, ils ne subissent pas le coût et ils bénéficient des progrès qui sont effectués sur le plan climatique. Le problème, c'est que, comme tout le monde le sait, la politique fiscale n'est pas du ressort de l'Union européenne, mais reste nationale. Et ça, c'est une difficulté importante. Je pense que beaucoup de citoyens et aussi d'économistes le regrettent. On a parlé d'harmonisation fiscale depuis la création de l'Europe et on n'a pas avancé autant qu'il le faudrait. Mais c'est certain que envisager une taxe carbone européenne, pour l'instant, c'est pas possible. Et pour des raisons un peu subtiles, le marché y échappait. Donc le marché s'est révélé plus facile à mettre en œuvre. C'était quelque chose de nouveau et il est difficile, voire impossible. Il faudrait l'unanimité des pays de l'Europe pour qu'on puisse avoir une taxe carbone commune. Donc pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Il faut bien voir que l'objet de la taxe, là, ça n'est pas d'abord de prélever des ressources pour la communauté. Le premier objectif, c'est de dissuader et d'orienter les choix des agents
Okay, et c'est bien pour ça que dans la taxe carbone à la française, on pouvait redonner autrement l'argent, et on avait souhaité afficher ça, que ça n'était pas une taxe faite pour collecter des ressources, quoi. Néanmoins, c'est vrai que ça collecte des ressources, et quelquefois, ça peut être très utile, pas seulement pour des questions un peu triviales, même graves, de déficit, comme celles qu'on connaît actuellement, mais parce que toutes les taxes ont des inconvénients. Ça, c'est une des grandes idées des économistes, c'est que toutes les taxes créent des distorsions, et finalement freinent l'activité. Voilà, freinent l'activité économique. Bon, et pourtant, on est obligé d'en faire. Donc il faut trouver celle qui la freine moins. Et en France notamment, on utilise beaucoup de taxes sur le travail. Tout le système de protection sociale est basé sur des cotisations qui pèsent sur le travail. Et donc, il y a une idée qui est là depuis longtemps et que les écologistes soulignent souvent à juste titre, de dire ça serait bien de pouvoir utiliser cette taxation écologique, les produits de cette taxation écologique, pour diminuer les taxes distorsives. Donc faire moins de taxes sur le travail et plus de taxes sur la pollution, c'est une excellente idée. Alors, est-ce qu'on aura une croissance supplémentaire? Ça dépend par rapport à quoi. On peut se poser la question soit de manière assez conjoncturelle, c'est-à-dire, étant donné que nous sommes en crise, est-ce que ça va nous aider à sortir plus vite de la crise? C'est-à-dire, est-ce que... alors, en partie oui, bien sûr, dans une politique, après tout, keynésienne, où on soutient l'activité, c'est mieux de le faire par des investissements, et si on le fait, enfin c'est mieux, ça aussi, si le faire par des investissements présente aussi d'autres avantages, et là, les avantages sont très clairs, et donc, quand on a besoin de faire une politique de relance, évidemment, une politique environnementale peut très bien y prendre sa place. Mais il ne faut pas non plus penser que à plus long terme, de manière plus générale, l'objectif n'est pas tellement de chercher une croissance plus forte. L'objectif est de trouver une croissance qui d'abord assure l'emploi pour pratiquement tout le monde, et puis qui assure une augmentation du niveau de vie. Donc là on se rend compte que le niveau de vie, ça doit intégrer des nouvelles variables, bien sûr, qui n'étaient pas prises en compte avant, et qui pourtant sont quelquefois lourdes de risques, peut-être moins en France, mais beaucoup dans d'autres pays. Et donc l'objectif de la politique climatique, c'est pas tellement d'avoir une croissance plus forte, c'est d'avoir une croissance plus efficace pour l'homme, finalement, quoi. Voilà. Et c'est ça qu'il faut rechercher, et savoir si ça se traduira, ce qui arrivera au taux de croissance, c'est très difficile à dire. Ça dépend de beaucoup de choix économiques de long terme, comme on dit, des agents, combien ils veulent travailler, est-ce qu'ils veulent travailler moins, et les interactions de ces choix avec les politiques climatiques sont très difficiles à savoir, mais on voit bien qu'il y a des rapports. Est-ce que si on vivait dans un monde plus vert, est-ce qu'on souhaiterait prendre plus de loisirs, est-ce qu'on accepterait de travailler moins? Pour certains sans doute, pour d'autres pas, mais bon, donc tout ça c'est très difficile de dire l'impact que ça aurait sur un taux de croissance tendanciel de long terme. Il est déterminé par beaucoup de facteurs et qui sont très profonds, qui tiennent au comportement des individus et qui peuvent changer et qui sont difficiles à prévoir. Donc c'est vrai que la politique énergétique ne concerne pas seulement la question climatique. Ça, c'est un grand vecteur très important, peut-être le plus important, mais on sait bien qu'il y a des énergies polluantes, il y a des énergies dangereuses, il y a des fuites dans les rivières, il y a des tas de choses comme ça.
Et ça, c'est un autre risque environnemental que le risque climatique, et qui doit être surveillé. Alors celui-là, il est quand même d'abord par le règlement, hein, pas tellement par des taxes. Il ne s'agit pas de taxer les gens qui polluent. Là, il s'agit plutôt d'interdire les émanations qui peuvent être dangereuses pour la population. Donc le mécanisme est quand même pas le même, quoi. Le risque climatique, il est quand même plus diffus, hein, il ne conduit pas à interdire radicalement les émissions, parce que ça serait arrêter pratiquement l'économie. Donc il s'agit de les réduire, et de les réduire là où ça coûte le moins cher, hein, à la communauté de les réduire, donc d'orienter un peu cela. Tandis que pour beaucoup d'autres risques environnementaux, on est plus proche de l'interdiction pure et simple, pour autant qu'on le puisse. Les secteurs qui perdraient sont ceux qui sont les plus énergivores, évidemment. Et puis également, il faut penser d'ailleurs pas seulement à l'industrie, hein, mais il faut aussi penser au transport, bien sûr. Il faut penser également à la vie quotidienne et au chauffage domestique, et tout cela. Donc c'est vrai ça entraînera une augmentation des coûts de construction des logements, si on veut être plus efficace énergétiquement. Ça entraîne une augmentation des coûts, donc tout le monde paye un peu à proportion des émissions qu'on crée. Et donc ça, c'est assez logique, hein, effectivement, toujours dans cette démarche qui consiste à dire, en prenant en compte les coûts réels de notre activité, même des coûts qui ne sont pas individuels, qui sont diffus, et qui concernent toute la population. L'industrie, évidemment, perdra, parce que c'est coûteux, mais il faut espérer que leurs concurrents internationaux feront face aux mêmes coûts. Et puis, par exemple, des activités comme le transport aérien et des choses comme ça devraient effectivement être enchéries, et c'est quelque chose dont on a bien conscience, hein, qu'on dit souvent. Est-ce que ça a autant de sens que ça de faire voyager des produits agricoles en avion d'Afrique en France, où finalement on les rémunère peu là-bas et le coût du transport représente une proportion importante du coût final. Plus on prend en compte les coûts carbonés, moins on devrait faire ça. Donc ça pourrait nous amener à changer notre manière de consommer.